Nous allons donc aborder la dernière capsule relative au mécanisme et traitement de l'intoxication au plomb. Comme dit dans les capsules précédentes, le plomb localisé dans les tissus mous est responsable des effets toxiques. La cible la plus sensible est le système hématopoïétique. Très précoce dans ses aspects métaboliques, cette atteinte est cependant tardive dans ses conséquences cliniques et peut se manifester à plusieurs niveaux. Le plomb possède des propriétés thioloprives qui vont s'exercer vis-à-vis d'enzymes intervenant dans la biosynthèse de l'hème. Il va se substituer au zinc au niveau de nombreuses métalloenzymes en inhibant leur activité. Le plomb empêche le passage du fer à la transférine vers les réticulocytes humains et a pour effet d'accumuler le fer dans les érythrocytes. Ici figure la représentation simplifiée de la biosynthèse de l'hème dans les érythroblastes. Le plomb inhibe 3 enzymes. La première concerne l'acide delta-aminolévulénique déshydratase, l'ALAT. Il inhibe également la coproporphyridogène décarboxylase, l'hème synthase. Il inhibe également la synthèse de la globine. Il a aussi des effets sur les érythroblastes en inhibant la 5' nucléotidase, ayant pour conséquence une accumulation dans les hématies de nucléosides pyrimidiques en excès, formant alors les granulations basophiles. Cette inhibition enzymatique et l'accumulation de nucléosides aboutit alors à leur destruction et donc à une hémolyse. Au bilan, le plomb inhibe la biosynthèse de l'hème en inhibant l'ALAT, qui aura une répercussion directe sur l'élévation donc de l'acide delta-aminolévulénique urinaire. Il y aura également une augmentation, une élévation des PPZ, c'est-à-dire des protoporphyrines à zinc. Et ce plateau sera atteint quand la plombémie, c'est-à-dire quand le plomb dans le sang est supérieur à 800 microgrammes par litre. Une action au niveau de la synthèse de la globine, au niveau de l'érythrocyte, une inhibition du transport du fer, une toxicité membranaire directe via l'inhibition donc de la pompe Na+, K+, ATPase et a un effet également de dépléteur en glutathion érythrocytaire qui aura une conséquence de l'anémie que l'on retrouve lors de l'intoxication au plomb. La neurotoxicité du plomb ne souffre d'aucun doute. Les mécanismes impliqués sont très nombreux, mais le plus important est certainement ses effets délétères sur la régulation de l'homéostasie calcique. Le plomb entraîne des altérations donc des fonctions microvasculaires, ce qui va perturber l'intégrité de la BHE. Il a également des effets sur l'altération des transmissions dopaminergiques, cholinergiques et glutaminergiques, et de ce fait aura donc des effets sur l'apprentissage et la mémorisation que l'on retrouve lors de l'intoxication au plomb chez l'enfant. Le plomb interfère avec le système dopaminergique de façon directe et indirecte. De façon indirecte, l'accumulation d'ALA, qui est très proche d'un point de vue structural de l'acide delta-aminobutyrique ou GABA, et de façon directe, car le plomb diminue le relargage de glutamate. Le plomb est également un inhibiteur de la libération d'acétylcholine. Au niveau rénal, les effets toxiques du plomb s'expliquerait en grande partie par un stress oxydant et des dommages observés au niveau des mitochondries dans les cellules des tubules proximés. Le traitement repose sur l'utilisation d'agents chélateurs dont l'administration est discutée sur la base des résultats de la plombémie et de la clinique. Il existe 2 composés, le 2,3-dimercaptosuccinate ou succimère, DMSA, le calcium édétate de sodium ou EDTA, sodium-calcium. Si la plombémie est supérieure à 700 microgrammes par litre, ce sera un traitement d'urgence chélateur. Si la plombémie est comprise entre 300 microgrammes par litre et 700 microgrammes par litre et que par ailleurs le test de plomburie provoqué est positif, il y aura alors un traitement au calcium EDétate de sodium. Si la plombémie en revanche est inférieure à 300 microgrammes par litre, il faudra détecter la source d'intoxication et éliminer la personne de l'exposition au plomb.
Maintenant, si la concentration, si la plombémie est supérieure à 1000 microgrammes par litre et qu'il y a trouble neurologique, encéphalopathie, on associera alors le DTA sodium-calcium au seul chélateur du plomb du système nerveux central, qui est le dimercaprol ou le BAL. Pour mesurer la plombémie, c'est-à-dire la quantité de plomb dans le sang, il faudra faire subir à l'échantillon sanguin une minéralisation nitrique qui sera dosée par un spectromètre d'absorption atomique. La plombémie est un bon indicateur de la dose interne du plomb biologiquement actif. Il met en évidence une contamination et en évalue la gravité. Dès que la plombémie est supérieure à 100 microgrammes par litre, eh bien les effets sont neurotoxiques chez l'enfant. Et en exposition professionnelle, il ne faut pas avoir des concentrations supérieures à 400 microgrammes litre pour les hommes et supérieures à 300 microgrammes litre pour les femmes. Le traitement consistera bien entendu à un traitement chélateur, mais l'intérêt sera discuté sur la base de résultats de la plombémie et du test de plomburie provoqué permettant d'estimer la charge de l'organisme en plomb. Donc on a la plomburie simple ou inversée. La plomburie simple, elle est spontanée mais peu représentative. La plomburie provoquée, elle est un meilleur test d'imprégnation de l'organisme. Pour la réaliser, il faut vider la vessie, puis on va administrer donc le DTA calcique, et ce à raison de 500 mg par mètre cube en perfusion intraveineuse dans 250 ml de sérum glucosé à 5%. Les urines sont collectées pendant 5 heures et on note la diurèse. Au cours du saturnisme, nous observons une augmentation de l'acide delta-aminolévulinique urinaire qui est une conséquence de l'inhibition de la LAD. Nous avons également une augmentation des coproporphyrinogènes 3 urinaires et une augmentation des protoporphyrines à zinc sanguines. Ce sont des indicateurs utilisés pour évaluer les effets de l'exposition au plomb. Ce sont des modifications biochimiques provoquées par l'action du plomb. L'acide delta-aminolévulinique, ALA-U, qui est une conséquence de l'inhibition de l'ALA déshydratase, est un bon indicateur d'intensité de l'intoxication en cas d'exposition récente, mais qui manque cependant de sensibilité. Les protoporphyrines à zinc, chélateurs de zinc de la protoporphyrine, eh bien, ont une bonne corrélation entre leur concentration et la plombémie si celle-ci est inférieure à 900 microgrammes par litre. Quand la plombémie est voisine de 100 à 250 microgrammes par litre, la PPZ augmente. Et enfin, un autre indicateur, les protoporphyrines érythrocytaires, conséquence de l'inhibition de l'hème-synthétase. C'est un test qui est très précoce, qui est en corrélation avec le taux de plombémie et qui est utilisé en complément de celle-ci. Pour définir les valeurs limites d'exposition, il a fallu considérer les effets critiques, les plus critiques de l'exposition de ce composé, tant chez l'adulte que chez l'enfant. Et les effets les plus délétères ont été les effets neurotoxiques. En effet, ces effets neurotoxiques surviennent chez l'adulte dès 400 microgrammes par litre, avec également des atteintes aussi néphrotoxiques, et des atteintes chez l'enfant qui sont décelables en deçà de 100 microgrammes par litre. C'est ainsi donc que les valeurs limites ont été déterminées à partir donc de ces effets critiques neurotoxiques. On a pu retenir donc pour le plomb des valeurs limites de plombémie pour l'enfant, 100 microgrammes par litre, travailleur chez la féminin 300 microgrammes par litre, travailleur masculin 400 microgrammes par litre, des valeurs limites de plomb atmosphérique, mais également des valeurs limites de plomb dans l'eau. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que le plomb a de principales sources d'exposition, que les facteurs de risque et les populations à risque sont relativement nombreux et nombreuses, que les voies d'assimilation sont différentes, soit ce sont des expositions par voie alimentaire, des expositions cutanées, des expositions pulmonaires, que le métabolisme du plomb dépend de son absorption, mais également de sa faible élimination urinaire, puisque c'est un composé, c'est un métal qui s'accumule au cours du temps.
qu'il a un stockage osseux conséquent, 75% chez l'enfant et 90% chez l'adulte, et enfin que les signes cliniques sont non spécifiques et qu'inconstants, mais avec des effets qui sont relativement neurotoxiques, également donc des troubles neurologiques variés, des troubles également néphropathiques, et puis que c'est la toxicité hématologique qui va jouer un rôle important dans la mise en place du traitement chélateur.